Ces derniers chapitres de One Piece sont assez intéressants parce que on peut voir peut-être un peu là une erreur, je pense, ou du moins quelque chose qui est pas amplement satisfaisant en ce qui concerne l'écriture de One Piece, et en particulier en ce qui concerne ce flashback, en ce qui concerne donc Sanji, et en particulier dans l'espèce d'appui, enfin d'insistance sur les enjeux dramatiques qui sont développés dans ce flashback. J'y viendrai un petit peu plus tard dans la review, mais ce que je veux vous dire avant de commencer, c'est que oui, effectivement, je fais partie de ceux qui, de plus en plus, ont un peu de mal avec ce flashback, de manière générale. Ont un petit peu de mal avec ce qu'il essaie de véhiculer à toute force, vraiment, et sans vraiment grande subtilité, je trouve. Après, alors, avant de mettre un pouce rouge, ce que je peux comprendre, juste calmez-vous, on a le droit de critiquer Oda aussi quand on estime que ce qu'il fait n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'il nous a habitués, de manière générale, dans l'écriture de son manga. Et d'autant plus, je dois dire une chose, si on ne critique jamais l'œuvre, où est la valeur de la review? Yo les amis, on se retrouve donc pour les reviews doubles du chapitre 840 et 841 de One Piece. Alors oui, chers amis, je fais partie de ceux, comme j'ai dit en intro, qui sont un petit peu déçus de ce flashback. En l'occurrence ici, c'est pas un défaut forcément d'écriture dans ce chapitre, c'est plus un aboutissement. Maintenant, je le regarde d'un œil un petit peu plus reculé, et effectivement, je trouve que le flashback, de manière générale en ce qui concerne donc le passé de Sanji, est un petit peu précipité et aussi un petit peu forcé, voilà. Mais avant toute chose, on va plutôt parler des choses moins importantes, plus anecdotiques, donc par rapport au contenu du chapitre, tout simplement, et donc par rapport, en premier lieu, à Crackers et Luffy. Donc tout simplement, ça je vais le balancer direct, c'était ce qui intervenait à la fin du chapitre 841. Et donc pour tous ceux qui disaient que Luffy avait forcément battu Crackers, mais non, il a forcément battu, évidemment, a priori dans cette timeline, non. Voilà, je ne sais pas si effectivement on est revenu dans le temps, puisque avant on voyait que les Vinsmoke étaient arrivés, et que du coup, enfin bon bref, peu importe, mais ce que je veux dire ici, c'est que on revient sur le combat, donc c'est à dire qu'on a quelque chose à voir dans ce combat, on a manqué quelque chose. Alors aussi pour tous les gens qui avaient dit non mais Luffy il va jamais manger les biscuits de Crackers, ce serait vraiment beaucoup trop évident. Regardez ce qu'il fait, hit and run, c'est vraiment ça, c'est une strat. Donc bon, pourquoi pas, et puis de toute manière, ça reste dans le cadre de One Piece, on est souvent dans des tons un peu comiques, surtout dans des combats qui ne sont pas encore dans les pics de drama, comme voilà, ça va, encore, on peut se permettre encore de rigoler un petit peu, surtout quand on a un individu en face qui peut se permettre de manipuler les biscuits, enfin je veux dire franchement, les gars. Bon, après, c'est à peu près tout ce que je dirais, voilà, c'est un combat qui va être drôle, je pense, et qui va se finir sur une note humoristique. Alors qu'au début, on était un petit peu, voilà, on se disait, oh là là, le Gear Force spammé comme ça, c'est quoi? C'est catastrophique, je veux dire, déjà. Et en fait, non, je pense que bon, voilà, la tension est un peu redescendue, et on va se marier avec ce combat, je pense. Mais, chers amis, nous allons passer donc maintenant un peu plus avant sur le flashback et sur le contenu d'un petit peu du passé de Sanji, parce que c'est ce qui nous intéresse réellement en vérité. Parlons de Jaji un petit peu pour commencer. Jaji. Alors bon, avant de commencer sur la psychologie du personnage, parce qu'on en apprend pas mal sur ce perso, par rapport à ses origines et par rapport à ce qu'il est réellement, c'est intéressant de voir que c'est une sorte de scientifique, une sorte de... Alors bah voilà, d'ailleurs qu'on connaît sa relation, avec Vegapunk, alors ça, c'est quand même prodigieux. À chaque fois, Vegapunk, c'est hallucinant ce perso. C'est vraiment un cas d'école d'un perso qui n'est introduit que par comment dire, par relativité avec d'autres personnages. Je sais pas si ça a vraiment du sens en fait, mais ce que je veux dire ici, c'est que Vegapunk, c'est un personnage qui n'a jamais été montré, qui a toujours été évoqué, et qui a été toujours évoqué par rapport à d'autres personnages. Dans le contexte d'un flashback ou d'une pensée d'un personnage qui disait ok Vegapunk, tout ça. Et Vegapunk, si vous voulez, jamais on nous dit ok, bonsoir, Vegapunk il est là, il est dans le coin. Non, c'est toujours l'ancien labo de Vegapunk, c'est là où était Vegapunk, c'est l'ancien collaborateur de Vegapunk, Vegapunk, César Clown, je l'aimais pas, c'est vraiment un salaud, je veux le dépasser. Enfin. Vous voyez l'idée? C'est toujours comme ça, et ça contribue, effectivement, c'est une écriture de build-up qui contribue à faire grossir la hype autour de ce perso. Donc de ce point de vue-là, je crois que Oda se trompe pas du tout, il gère bien ce personnage. C'est un petit peu comme Dragon, mais rappelez-vous quand même que quand Dragon, on l'a vu... la première fois à Baltigo, comme ça, tranquille, devant le... C'était pas décevant, mais il y avait comme une sorte de mythe qui était brisé un petit peu. Bon, après, Dragon, va bien falloir qu'on le découvre aussi un petit peu dans l'histoire, tout comme Vegapunk, et j'espère que ça ne sera pas décevant. Mais par rapport à Jaji, alors maintenant, parlons un petit peu de sa psychologie. Non, d'abord son projet peut-être, effectivement, alors avec ses enfants, le fait qu'il crée une armée, qu'il crée des super soldats, qu'il crée aussi des clones, on y reviendra un petit peu par la suite. Bon, bah, écoutez, voilà, il a un projet militaire, très clairement.
On le sait parce qu'il voulait s'emparer des mers du Nord. Hein, alors si je comprends bien, North Blue, tout comme autant North que East Blue. Finalement, ce chapitre le prouve. Et le problème que j'ai avec ce personnage, c'est que c'est vraiment un connard fini, mais beaucoup trop artificiel. C'est-à-dire que c'est trop évident que ce personnage, il a été écrit pour qu'on ne l'aime pas. Et ça me gêne beaucoup quand on me force mes émotions dans la lecture. C'est-à-dire que je n'aime pas qu'on me dise, avec un putain de panneau, regarde, ce personnage, c'est vraiment un salaud, il est méchant, et il est méchant, voilà. Il a pris, il s'est levé du mauvais pied, littéralement, quand il est né, bim bam boum, il est sorti du pied gauche, paf, et il est devenu Jaji, le mec méchant, chiant, qui balance des saloperies à Sanji, alors que des fois ça n'a vraiment même pas la peine. Ça n'a pas la peine, ça ne veut rien dire du coup, alors ça n'a pas lieu d'être, voilà, ça n'a pas lieu d'être. Des fois il y a des remarques qui sont volontairement nocives, enfin je veux dire, qui veulent attaquer au fin fond d'un Sanji qui est déjà qui souffre, voilà, de... Et là, voilà, c'est vraiment, en plus avec ce contraste, on verra par la suite avec la reine, qui je trouve beaucoup trop manichéen et artificiel. Aussi par rapport donc au fait que c'est... Ah bon, il y a quand même le fait que c'est un père et qu'il aime ses enfants. Alors c'est selon le prisme de ce qu'il veut en faire par la suite, c'est-à-dire des soldats. Enfin, a priori, hein, c'est ce qu'on en déduit. Et puis le fait aussi que... Bon, il a quand même inclus Sanji jusqu'à un certain point. Et ensuite, même quand il était en prison, il lui a apporté des repas, tout ça. Même si bon... au fond, le portrait qu'il en est fait de Jaji, c'est quand même d'un vrai connard. Et je pèse mes mots parce que franchement, c'est ça, hein, c'est vraiment un mec qui est un connard. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où Jaji, je peux comprendre, un mec, tu vois, qui est, voilà, bon, écoutez, les mecs, moi j'ai un projet dans la vie, c'est me faire une armée, c'est avoir un projet politique, on peut comprendre que ce soit pas un père aimant. C'est-à-dire, tous les pères de la Terre ne sont pas forcément des pères aimants, ils peuvent être stricts. Mais il y a une différence entre sévérité et sadisme. Et c'est là que vraiment je trouve que c'est un petit peu trop dans l'écriture de ce perso. Donc ensuite par rapport à son armée de clones, parce que ça c'est un élément je pense un petit peu intéressant je pense dans le cadre de ce qui peut arriver par la suite. Et donc je pense que ce qui est intéressant aussi c'est la petite information qui nous a été donnée sur le fait que les soldats ne sont pas conscients qu'ils sont créés, qu'ils sont en fait créés à partir d'une recherche génétique et qu'ils sont donc clonés. Hein. Alors oui, premièrement déjà, alors je fais c'est des poupées russes mes arguments, c'est-à-dire que j'en sors à chaque fois un autre. Alors en fait oui, il y a aussi quelque chose d'autre à évoquer, c'est le fait que les soldats sont issus donc d'une recherche sur la vie, d'une recherche qui a été considérée tabou, plus même tabou, dangereuse par le gouvernement mondial. Et d'ailleurs on peut se dire que les pacifistes ont été créés de la même manière selon donc des recherches similaires dans le laboratoire, dans les recherches de Vegapunk, puisque les deux ont collaboré. Alors par rapport à ces soldats, ils ne sont pas conscients, est-ce que c'est un enjeu ? Franchement, je suis pas sûr, je vous demande, est-ce que c'est un enjeu ? Est-ce qu'à un moment, on va être là et on va dire « Ouais, les soldats, vous êtes tous des robots, allez-y, ayez des émotions, soyez gentils, soyez bons, et là, youp la boum, haha, allons-y gaiement, devenons gentils. » Non, je sais pas, j'en sais rien, mais enfin bon, ça pourrait être un enjeu, franchement, dire aux gens que vous avez été utilisé plus qu'autre chose. Ça pourrait éveiller peut-être une individualité dans chacun de ces soldats, peut-être. Ensuite, maintenant, par rapport aux frères et au portrait qui est fait des frères, un petit peu de la même manière qu'il y a eu un portrait de leur père dans le même chapitre. Enfin, dans les mêmes chapitres. Alors, ok. C'est la même critique que j'adresserai à Oda ici dans l'écriture de ces personnages. C'est que je trouve que c'est beaucoup trop caricatural. C'est genre... Ils sont méchants gratuitement. Et c'est là que je trouve que ça n'a pas de réelle... crédibilité, voilà, c'est le mot. Ça n'a pas de réelle crédibilité. C'est-à-dire que non seulement ils sont méchants, mais ils ont cette espèce de condescendance liée à leur statut, qui est compréhensible, mais à un point qui est vraiment, je veux dire, c'est vraiment la soupe du méchant qu'on te fait bouffer, c'est-à-dire, regarde comment je suis méchant, regarde. Et c'est un peu pénible parce que j'ai envie de dire, laisse-moi le temps de comprendre comment ils fonctionnent. Si j'ai vraiment envie de les détester, je le ferai. Alors, dans One Piece, il y a eu des méchants qui étaient comme ça, un petit peu très unilatéral, comme ça, qui présentaient vraiment pas de double facette. Alors, on avait ça avec Lucci. Rob Lucci était très clairement quelqu'un qui, et peut-être qu'on en apprendra davantage, peut-être même qu'il a évolué, hein, mais il y a des méchants qui évoluent dans One Piece. Je veux dire, franchement, il y en a qui évoluent, mais même personnellement, un méchant que j'apprécie pas particulièrement, mais que vous avez Bellamy, qui est un méchant qui a évolué, qui est, en ce sens, assez important, je trouve. En ce qui concerne donc Rob Lucci ou les frères Vinsmoke, ce sont des méchants qui ont une espèce d'écriture très simple et très directe, très carrée,
Mais avec Rob Lucci, ça faisait du sens. Pourquoi? Parce que c'était un agent du gouvernement, ça faisait partie de ce qu'il faisait. Ici, on nous les vend. Et alors aussi, Rob Lucci avait été introduit un peu plus en longueur. Ici, nous avons ces frères qui nous arrivent sur le coin de la gueule comme ça, en plein, enfin, je veux dire, on n'a rien demandé, on sait pas qui c'est, et puis ils sont gratuitement méchants, gratuitement agressifs envers la cuistot, envers Sanji, même si Sanji, bon, c'est justifié parce que Sanji les attaque dans le chapitre 140, enfin, attaque Neji, mais en fait, je trouve que c'est une méchanceté qui est inutile, parce que si Oda veut nous faire détester ces personnages, je pense qu'il aurait mieux fait de les introduire soit plus tôt, de nous introduire l'enjeu des relations frères-sœurs en ce qui concerne Sanji plus tôt, je crois que tout le monde l'a dit de toute façon, c'est ça qui gêne un peu aussi, et parce que là, si vous voulez, j'ai juste l'impression que c'est des personnages factices, et d'autant plus qu'ils sont trop nombreux, je trouve, par rapport à ce qu'ils présentent en termes de diversité de caractère. C'est-à-dire que c'est quoi? Ils sont quasiment identiques tous. J'ai même eu, je me suis cassé la tête à essayer de découvrir quelle était leur personnalité. Et je trouve que maintenant, Oda, quand il les met dans une case seule, les trois, je trouve qu'ils sont tout à fait plats, inintéressants ces personnages. Alors vous allez me dire, oui mais on va les découvrir, ils vont peut-être évoluer. D'accord, mais moi je juge le chapitre que j'ai sous les yeux. Et je peux pas non plus spéculer en fonction de ce qui arrivera. Et c'est aussi le principe de la review, chers amis, c'est-à-dire qu'on travaille sur le chapitre qu'on a dans la semaine, voyez. Également, donc par rapport au fait que voilà, le traitement des frères est très caricatural, c'est exactement la même chose de la part de la sœur, je trouve que le schéma de la famille de Sanji est d'un simplisme, mais c'est hallucinant quoi, c'est genre, les femmes sont douces et gentilles, comme par hasard, hein. C'est comme par hasard, c'est gratuit, et les mecs sont des ordures. Et je trouve que gérer, parce que c'est ça l'enjeu les amis, expliquer la raison pour laquelle Sanji est si galant, il y a ce code d'honneur, ce code moral qui le met parfois en danger même en ce qui concerne les femmes, juste parce que dans sa jeunesse, il avait une maman qui était douce et un papa qui était sévère, et une sœur qui était douce elle aussi, et contrairement à ses frères. Non quoi. Moi je vous assure que je suis déçu de ça. Moi je me disais non, justement Reiju, c'est pas aussi simple que ça qu'il n'y paraît. Il va s'avérer qu'elle va être la plus terrible des quatre, je pense, j'espère, parce que justement ça va nous surprendre. Et là je suis pas du tout surpris. Oui, Reiju c'est celle qui a l'air le plus sympa dès le début. Et non seulement c'est ça qui est le plus sympa, mais en plus ça entre dans une espèce de schéma hyper manichéen entre les femmes gentilles et les mecs méchants. Et voilà, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'effectivement aussi, il y a un espèce de schéma beaucoup trop facile entre l'émotion, enfin je veux dire, ils ont pas d'empathie, ils ont pas... Quoi ils ont pas d'émotion. Attends, c'est pas des robots, c'est pas des robots, c'est des clones. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la nana et les frères? Vous m'expliquez ça? Je ne vois pas. C'est pas parce que les mecs sont méchants qu'ils ont pas d'émotion aussi. Ça c'est un cliché du net qui m'agace. C'est pas parce qu'ils sont, qu'ils ont pas d'empathie ou quoi que ce soit. Je veux dire, ils rigolent, ils sont vénères, ils sont énervés. C'est des émotions. C'est pas des robots froids qui ne seraient gérés, enfin qui ne seraient, comment dire, qui ne seraient, habités que par le génome qui a été introduit en eux à leur naissance, à leur production. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi la question de l'exosquelette, mais ça on y reviendra plus tard, mais par rapport à leur caractère, parce que peut-être c'est vers là qu'on se dirige, parce que sinon, je veux dire, c'est tellement random que les garçons soient méchants et les gentils, et les filles soient gentilles, enfin bref. Alors aussi, alors, autre chose assez important, c'est bien elle, donc la fille que Sanji avait mentionné dans le mot qu'il avait laissé au Mugiwara. Je dois aller voir cette fille, c'est donc bien Reiju. On comprend bien ici que c'est elle. C'est pas du tout Pudding. Non, Sanji se fout complètement, je pense, et il la connaît même pas. Par contre, il va évidemment revoir Reiju. C'était probablement la seule avec sa mère dont il avait gardé un bon souvenir, évidemment. Alors maintenant, parlons un petit peu de Sanji. Alors, il y a quelque chose de quand même très très bon dans ces chapitres que j'ai oublié de mentionner, c'est la thématique de l'homme au masque de fer. Alors, effectivement, ça, c'est très bien. C'est très très bien, bravo, c'est juste parfait. Très bonne utilisation je dirais, j'allais presque dire d'une légende urbaine, mais enfin bon, évidemment d'un roman, et puis donc d'un personnage mythique du XVIIe siècle, qui serait le frère du roi, donc
jumeau dont il faudrait éventuellement cacher l'existence parce que sinon il pourrait mettre en péril la succession. Alors ici c'est très différent, ce n'est pas la même chose. Mais enfin bon, on a quand même cette espèce de la noblesse et le jeune prince qui est mis dans un... qui est caché aux yeux du public. Donc bon, bah, ça c'est très très bien, ça j'ai rien à dire. Alors, ça franchement c'est parfait. Alors après il y a quand même autre chose à dire par rapport à Sanji, c'est alors... Est-ce que... Quand même une grosse question. Pourquoi il est faible, Sanji? Pourquoi il est faible? Pourquoi c'est le vilain? Parce que c'est ça, c'est le vilain petit canard. Et dans le vilain petit canard, on apprend à la fin que ce petit caneton qui était si laid, qui était si pas beau, qui était pas beau du tout, qui était nul, qui était... Enfin, il n'était pas faible, mais c'est pas des militaires les canards. Mais enfin, vous voyez l'idée. Et à la fin, c'est devenu un beau signe. C'est devenu un beau signe qui est parti voler avec les siens. Et... Est-ce que ça veut dire que le potentiel de Sanji va éclore plus tard sous la forme d'un nouvel exosquelette qui ne se serait matérialisé que beaucoup plus tard pour X raisons? Possible, hein, bon, possible, il y a des mecs qui se développent plus lentement, voilà, bon, ça pour le coup je l'accepterais. Puis ça rentrerait aussi dans la thématique du héros, un peu malgré lui, c'est-à-dire qu'il a un petit peu ce potentiel qu'il ne connaît pas, mais et d'ailleurs qui interviendra plus tard que les autres, mais qui fait justement qu'il est unique et exceptionnel. Alors aussi on voit dans ces passages qu'il y a cette espèce de côté un peu, voilà, c'est cette thématique de la cuisine, de fait qu'il aime vraiment cette espèce de rapport à la cuisine, de rapport au service rendu. Ça c'est intéressant, je trouve ça bien, même si en même temps je trouve que c'est trop caricatural, parce que le père qui dit non tu ne dois pas faire la cuisine, je dis genre quoi, genre mec tu non mais ça me paraît vraiment trop facile quoi. Tu l'enfermes dans sa... Enfin il est dans sa chambre, bon effectivement il fait la cuisine à un rat, bon si j'avais un gamin qui parlait à des rats j'aurais peut-être des problèmes, peut-être effectivement. Mais enfin vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu Jadji qui est là, ok bon, je suis méchant, je suis Goldorak, enfin bon, enfin non, pas Goldorak mais... donc pour moi je trouve que c'est trop rapide, on n'a pas le temps de ressentir réellement la crédibilité, la légitimité derrière leur façon d'être, quoi, tous ces personnages. Et l'un des, pour moi, pires tableaux qu'on a eu dans ces derniers chapitres, c'est la reine. C'est la reine, la mère de Sanji, qui est expédiée, mais à une vitesse. Pourtant, c'est quand même un des trucs les plus importants. Tout le monde spéculait effectivement sur la photo qu'on avait eue de cette femme à Jaya où Sanji était... Regardez cette photo d'un air très bizarre. Et c'était potentiellement le seul truc avec tous les allusions aussi à Mr. Prince, au fait que c'était le roi Jaya avec la couronne, non c'était ouais, au Devil Backfire, pardon. Enfin bref, vous voyez, donc c'était les seuls endroits, et le seul truc, enfin les seuls éléments de foreshadowing qu'on pouvait avoir par rapport à cet élément d'histoire maintenant qu'on a avec le Vinsmoke, c'était ce moment où on voyait Sanji face à cette espèce de photo d'une femme transpercée par un harpon qu'il retrouvait dans l'eau, comme ça, au fin fond de l'eau, enfin dans les abysses, et devant laquelle il était un petit peu en mode oh là là, on savait pas très bien en fait. Il la regardait comme ça de manière peut-être mélancolique, peut-être triste, peut-être juste comme ça, pantois. Est-ce que le mot est bien choisi? Enfin, peu importe. Vous me direz pour ceux qui connaissent. Et donc voilà. Et là, regardez, sa mère, c'est genre une page ou deux, je ne sais même plus. Et on est là. La nana, on apprend que elle est gentille, elle est toute douce, elle est tout le contraire de son mari, et on n'a aucune explication pourquoi, aucune origin story. Alors j'espère qu'on va nous en faire plus de ce personnage, qu'on va nous en dire plus, que Oda va en faire plus à propos d'elle. Et parce que je trouve que non seulement c'est rushé, mais c'est extrêmement caricatural, comme je l'ai dit, hein. Je trouve que c'est le maître mot pour qualifier ces chapitres, caricatural, malheureusement. Parce que c'est quand même très important, c'est très très important ce rapport aux femmes, et si s'il n'est expédié que de cette manière, c'est très très simple, moi je serais vraiment beaucoup déçu. Alors aussi, chose importante, c'est par rapport à la fuite de Sanji, et aussi le moment où on les voit traverser Red Line, et puis à dos donc de ces escargophones qui sont véritablement donc des bateaux escargots, hein, c'est ça. Et donc il montre Red Line comme ça. Alors oui, pourquoi pas, c'est bien, c'est une bonne idée, c'est pas mal, c'est parfait. C'est vrai que ça répond en fait, effectivement à cette question de comment Sanji a fait pour traverser Red Line à un si jeune âge, donc avec sa famille, la question est réglée. Mais là où j'ai vraiment un gros problème avec cette scène, c'est en fait c'est... Alors là on retrouve effectivement la scène, j'ai déjà parlé de Jadji, du côté très caricatural, du fait que oui, mon humanité me disait que je devais te garder en tant que fils, mais en fait je t'aime pas, dégage, je te méprise, je te chie dessus, t'es vraiment une merde.
Attends, ça va quoi, enfin, stop. Oui, bon, Sanji est un peu nul, mais t'es pas obligé de le faire, c'est atroce, quoi. C'est gratuit, quoi, t'as envie de lui dire, bon, mais ta gueule, enfin, t'es une merde, toi, t'as vu ta tronche, tu portes littéralement un masque, c'est pas forcément mauvais de porter un masque, mais enfin bon, regardez ça. Bon, mais c'est pas la question. Ici, le vrai problème, c'est la question du déjà vu. Les amis, je vous assure, cette scène, avec Reiju qui dit à Sanji barre-toi, vas-y, ne te retourne pas, tu vas trouver des vrais amis, des vrais gens qui vont compter pour toi, tout ça. C'est Robin et Agwar Soul. Enfin, Agar ou Agwar Soul. C'est le géant qui l'avait aidé, l'amiral, enfin le vice-amiral, pardon, qui avait aidé, Robin à s'enfuir. Il lui a tenu le même discours. Il y a une impression de déjà vu qui est terrible là-dedans, parce que je vous assure que franchement, moi quand je le sais, ok, il y a de l'émotion, mais vous pouvez pas avoir autre chose. Vous pouvez pas avoir un Sanji qui essaie de s'enfuir en mode un peu mission impossible et tout. Je sais pas, je suis déçu. Désolé, hein. Enfin bref, il y avait plein d'autres possibilités. Et je trouve qu'elles n'ont pas été choisies, et je trouve que c'est dommage. Maintenant, on va faire une petite conclusion par rapport au flashback qu'on a eu, et voilà pourquoi, pour moi, hein, selon moi, c'est un flashback problématique. Alors, eh bien, tout simplement parce que je trouve que Oda essaye à tout prix de nous forcer à nous mettre dans la peau ces personnages, c'est-à-dire à nous faire ressentir des émotions quant à ces personnages, et c'est trop rapide, non seulement c'est trop rapide, on n'a pas le temps de vraiment comprendre leur caractère, leur personnalité, et c'est trop artificiel, c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'ici on est là devant une peinture assez grotesque d'un méchant qui est là, en ce qui concerne Genji particulièrement, mais les trois frères Vinsmoke qui sont vraiment interchangeables, et aussi et c'est trop caricatural, c'est-à-dire que c'est manichéen comme jamais. On a les nanas qui sont toutes douces et gentilles, et on a les frères qui sont tous méchants. Mais, je veux dire quoi, non, enfin, je veux dire, mais pourquoi Sanji c'est le seul qui est... Alors parce qu'il est faible, il est gentil. Les gros guerriers peuvent pas avoir de la compassion aussi? Bon, c'est pas ce que nous enseigne du tout One Piece en plus de ça. Je veux dire, les gens très très forts peuvent avoir aussi des envies très familiales, comme regardez par exemple Barbe Blanche. Mais ici, alors, bon, maintenant, voilà, les thématiques étaient abordées. C'était Sanji et sa famille, Sanji et les femmes, et Sanji et son plan. Et ça, son plan, est aussi Sanji et la cuisine, d'une certaine manière. Plus brièvement abordé, parce que c'est quelque chose qui s'est développé ensuite plus tard avec Zeph. Sanji et son plan, si vous voulez. Sanji et son plan, moi je trouve que là ça va un petit peu n'importe nawak. C'est-à-dire ça va n'importe où. Pour moi, Sanji avait un plan quand il arrivait donc sur Germa 66, enfin, dans le royaume des Germa, et je m'attendais à ce qu'il ait quelque chose en tête. Mais là je me dis, Sanji il fait de la merde. Il est où le Sanji Mr. Prince? Le Sanji qui va trouver un plan, un stratagème, une tactique pour pouvoir contourner les menaces. Non. Là, il est complètement dans la confrontation bête et méchante avec sa famille, et je trouve qu'on dirait plus un ado qui... Alors, il a toutes les raisons de s'énerver, ça, je ne le conteste pas, mais par contre, je trouve que je ne retrouve pas Sanji, et surtout, je ne le trouve pas intelligent, là. Pourtant, c'est la principale qualité de Sanji, l'intelligence, la vivacité d'esprit. Mais là, je veux dire, il réagit bêtement, émotionnellement, et il ne devrait pas, parce qu'il est dans la merde. Donc les amis, voilà un petit peu ce que j'ai pensé de ces chapitres. Dites-moi ce que vous en avez pensé vous-même. J'espère que vous comprendrez mon point de vue, et comprenez bien que ici, c'est nécessaire que je dise ce que je pense, parce que même si c'est Oda, et que Dieu sait à quel point, et vous le savez, je trouve que c'est un auteur merveilleux, et qu'il fait vraiment à chaque fois de l'excellent travail, je suis juste un peu déçu, parce que c'était quelque chose que j'attendais avec énormément d'impatience, et je voulais vraiment voir ce que cela pouvait donner dans l'histoire. Quelque chose sur un personnage principal, et donc mon préféré ici dans l'équipage, qui allait peut-être nous révolutionner la façon dont on allait le voir. Et ici, finalement, on a sur les bras quelque chose d'assez caricatural, assez grotesque, assez, finalement, manichéen et peu intéressant, je trouve. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous imaginez par la suite. Est-ce que, j'espère par exemple, on aura un développement des frères, et peut-être qu'il y en aura un parmi les trois qui s'avérera en fait être peut-être un petit qui a grandi dans sa tête, qui finalement s'est rendu compte que c'était une petite ordure. Parce que quand on est enfant, on a le droit, si vous voulez, d'être une ordure. On grandit.
Est-ce que finalement il y en a un qui ne serait pas en train de faire une façade pour ne pas montrer à ses frères qu'il a peut-être compris qui était vraiment son frère, et c'est pourquoi il avait tort de le frapper. Et donc voilà les amis, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Par exemple, moi je préférerais... Il faut que j'arrête cette vidéo au bout d'un moment, c'est pas possible. Je vous dis juste, mon préféré c'est probablement Ichiji, je trouve que c'est celui qui a le plus de morale et qui est un petit peu différent des autres. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo cette semaine. Alors je vous dis, il y aura de nouveaux chapitres, de nouveaux mangas, pardon, de nouvelles reviews, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, en attendant les amis, donc dites-moi ce que vous avez pensé, on se retrouve la semaine prochaine et ciao. Enfin non, on se retrouve dans quelques jours en fait. Peu importe, ciao.